Manuel Bompard, on vous reçoit pour parler également de la loi d'urgence agricole mise au vote ce soir à l'Assemblée. Vous allez voter contre ces mesures. Certaines sont très attendues par les agriculteurs. Écoutez, la loi telle qu'elle est sortie de la commission mixte paritaire qui a eu lieu la semaine dernière, je rappelle, le texte a été examiné à l'Assemblée nationale, il a été examiné ensuite au Sénat, il y a une commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale est aujourd'hui appelée à se prononcer sur ce texte. C'est un texte qui est extrêmement dangereux et qui est absolument inacceptable. D'autant plus dans le contexte que l'on vit depuis maintenant plusieurs semaines d'aggravation de la crise climatique. C'est un texte qui, on va en parler sans doute. Manuel Bompard a encore fait parler de lui sur France Info. Face à des journalistes qui tentent de défendre les choix du gouvernement, il remet les faits au centre du débat. Pesticides dangereux, sécheresse, incendie, moyens insuffisants pour les pompiers et absence d'anticipation du pouvoir. Pendant que l'exécutif multiplie les promesses, Bompard rappelle une réalité simple. Ceux qui gouvernent depuis des années n'ont toujours pas de réponse sérieuse face à l'urgence climatique et sociale. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos. On commence avec cette loi agricole que le gouvernement veut imposer, malgré les risques pour la santé, la biodiversité et les agriculteurs eux-mêmes. Qui réautorise notamment deux nécotinoïdes. L'acétamipride, qui est un pesticide qui est interdit en France depuis plusieurs années et qui suscite l'inquiétude et la mobilisation d'organisations écologistes, de scientifiques, mais même de médecins. Qui disent, le Conseil de l'ordre des médecins, qui dit mais c'est absolument fou de faire ça, c'est-à-dire de réinstaurer un pesticide sur lequel il y a globalement un consensus scientifique pour dire qu'il est dangereux pour l'être humain, dangereux pour la biodiversité. Je rappelle qu'on parle quand même d'un président de la République et d'une majorité qui, dans les premiers mois de son premier quinquennat, avait pris position sur notamment l'interdiction des glyphosates. Donc se posait la question de l'interdiction d'un certain nombre de produits dangereux. Alors, et terminer ce mandat en réintroduisant un pesticide dangereux, je trouve ça absolument incroyable. Mais qui sera son utilisation devrait être exceptionnelle, dérogatoire, impossible sans l'aval de l'ANSES. Oui, mais en fait, le problème, c'est que évidemment qu'il y a des filières qui sont confrontées à des difficultés parce que elles sont confrontées à des parasites, à des maladies et la noisette, la betterave. Voilà, exactement. Et donc, elles se posent la question de quels sont les produits qu'elles peuvent utiliser. Mais précisément, il y a des alternatives qui sont développées. L'INRAE sortait il y a quelques mois un rapport disant il y a des alternatives qui existent, mais on a besoin de les encourager. Elles ne sont pas suffisantes, pas assez efficaces d'après les cultivateurs. Justement, le problème c'est que plus vous restez enfermé dans un modèle de l'utilisation de la chimie et notamment de ces pesticides dangereux, et moins vous favorisez le développement de ces alternatives. Donc qu'il y ait des filières qui soient dans la difficulté, je pense que personne ne le conteste, mais précisément il faut les accompagner pour pouvoir utiliser des produits qui ne sont pas des produits dangereux pour la santé et la biodiversité. Les accompagner financièrement, les accompagner en matière de recherche et surtout, et nous avions réussi à le faire voter dans la version initiale de cette loi à l'Assemblée nationale, il ne faut pas les soumettre à une concurrence européenne qui est déloyale, parce que ce qui est absolument incompréhensible, c'est que le produit est interdit en France et de mon point de vue c'est une bonne chose, mais il est autorisé dans le reste de l'Union européenne. Donc nous avions fait voter un amendement pour dire on n'importe pas en France des produits qui sont produits ailleurs dans l'Union européenne en utilisant des pesticides interdits en France. Est-ce que vous demandez... Au Sénat, ils ont retiré cette disposition. Donc je me permets de dire que les alliés des agricultrices et des agriculteurs, à mon avis, ils sont plutôt de ce côté-là parce que précisément, ils refusent de les soumettre à cette concurrence déloyale. Est-ce que vous demandez au gouvernement de refaire un amendement de dernière minute ce soir devant l'Assemblée pour retirer cette autorisation de néonicotinoïdes ? Je demande au gouvernement, si vous me demandez ce que je demande au gouvernement, c'est de renoncer à cette loi. Parce que... À l'intégrité de la loi, si la mesure est supprimée, vous ne la votez pas malgré tout. Mais non, mais en fait, parce qu'il n'y a pas que ça dans cette loi. Il y a d'autres mesures qui sont des mesures extrêmement dangereuses. Développer et favoriser ce qu'on appelle l'élevage intensif, en supprimant des limites de taille aujourd'hui pour favoriser des giga-exploitations agricoles. Enfin, je ne sais pas si les gens réalisent à quel danger on est aujourd'hui des problèmes climatiques, des problèmes sur la biodiversité. Cette loi, si elle devait être votée, elle va créer une guerre de l'eau sur les usages en eau, alors qu'on est confronté à des situations de sécheresse. On sait que le manque en ressources en eau va être un des défis majeurs pendant les prochaines décennies. Et vous avez un gouvernement qui ne trouve rien de plus intelligent que de mettre une loi qui, en gros, va mettre les agences de l'eau sur tutelle du ministère de l'Agriculture, comme si en toutes circonstances, c'est l'agriculture qui devait être prioritaire sur les usages en eau. C'est la question des bassines pour les agriculteurs. Et là-dessus, il y avait eu l'aversion demandée par les sénateurs de droite. Ce sont eux qui ont mis ces mesures. Beaucoup de choses là-dessus, oui. Des mesures. Certaines ont été retirées, pas toutes.
Voilà. Et il y a eu une sorte de consensus, non si vous considérez la fameuse réunion entre les il y a pas eu de sénateurs et les consensus, députés, et qui a davantage encadré cette possibilité de faire des bassines, ça vous convient Non, pas? il n'y a pas eu de consensus. Le Sénat avait aggravé la loi dans des proportions absolument considérables. La commission mixte paritaire, sur certains sujets, est revenue plus proche de la version de l'Assemblée nationale que nous avions contestée. Pour que les agriculteurs ne soient pas forcément prioritaires sur les autres usages, par exemple. Bah oui, mais ça me paraît quand même. Mais il y a encore des choses extrêmement problématiques dans le développement des méga-bassines, dans le fait de mettre des contraintes aux agences de l'eau qui sont absolument inacceptables. Écoutez, si vous considérez que quand les macronistes et LR se mettent d'accord, ça fait consensus dans la population française, je pense que vous vous trompez. Ça fait absolument pas consensus. Et cette loi, évidemment, je la rejette et je la combats. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut pas de mesures pour aider nos agricultrices et nos agriculteurs? Évidemment non, mais pas celle-là. Et notamment, dans les mesures qu'il faut mettre en place, il y a celle que nous avions proposé et qui avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on dit si les pesticides sont interdits ailleurs dans le monde, on refuse d'importer des produits qui utilisent ces pesticides. Et au moins nos agriculteurs, ils sont soumis à des règles qui sont exigeantes, mais ils ne sont pas soumis à une concurrence déloyale. Manuel Bompard démonte ici le piège du gouvernement. D'un côté, on impose aux agriculteurs français des règles exigeantes. De l'autre, on continue d'importer des produits cultivés avec des pesticides interdits en France. Résultat, les agriculteurs sont soumis à une concurrence déloyale, pendant que le pouvoir prétend les défendre. Bompard rappelle aussi que cette loi ne concerne pas seulement un pesticide. Elle favorise l'élevage intensif, les exploitations géantes et une gestion de l'eau qui risque d'aggraver encore les tensions dans les années à venir. Les agriculteurs, les cultures qui souffrent énormément en ce moment, Manuel Bompard, de la sécheresse, des incendies aussi, nouveau départ encore de feu ces dernières heures, notamment dans le Var. Est-ce que le gouvernement vous paraît à la hauteur? Est-ce que tout ça a été anticipé? Alors je distingue juste deux choses. Premièrement, vous avez raison de dire que la sécheresse, elle fait souffrir en particulier nos agricultrices et nos agriculteurs. Et là, je pense qu'il y a des réponses politiques à apporter à ça. Et notamment, ce que nous avons proposé, c'est de décréter un état de catastrophe naturelle qui donne droit pour les agricultrices et les agriculteurs à des indemnisations pour la sécheresse en ce moment, vous voulez dire? Oui, quand en raison des sécheresses, ils se retrouvent dans des cultures qui sont ravagées en quelque sorte par cette situation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous m'avez posé la question sur les incendies. Je pense que d'abord, il faut saluer évidemment l'engagement de nos sapeurs-pompiers qui sont mobilisés de manière considérable depuis plusieurs semaines. Maintenant, vous me posez la question du gouvernement. Je ne peux pas vous dire que le gouvernement n'a pas une responsabilité dans le manque d'anticipation, le manque de planification, l'impréparation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Quoi en particulier? Je vais vous donner deux exemples. Premièrement, évidemment, sur les moyens qui sont accordés à la protection civile en France et à nos sapeurs-pompiers. On a parlé depuis plusieurs jours du fait qu'il y a eu des coupes budgétaires qui ont été mises en place par des différents gouvernements, notamment le gouvernement quand M. Attal était Premier ministre, et qui se sont traduits par un rythme de renouvellement, par exemple, de la flotte de Canadair qui est extrêmement lent. Là-dessus, Gabriel Attal dit que oui, vous devez en commander 4, que la société Canadair ne pouvait en produire que 2. Donc, en effet, il a rayé deux commandes lorsqu'il était Premier ministre. Et qui vont finir par arriver par ailleurs. C'est absolument mensonger et de mauvaise foi. Pour une raison très simple, c'est que si M. Attal considère que la société ne pouvait pas en livrer 4, expliquez-moi pourquoi dans le budget, on en a budgété 4. Je veux dire, à un moment, c'est un argument qui, évidemment, ne tient pas la route. Monsieur Attal cherche en quelque sorte, à se défausser de ses propres responsabilités. Ensuite, oui, c'est vrai, vous avez raison, ça va arriver. Un jour, peut-être. Sous réserve. 2028. Sous réserve que la société canadienne, qui va être soumise à pas mal de commandes, ne dise pas, moi je vais prioriser, là par exemple, le Canada, ce qui est une possibilité, ce qui pose une question y compris de souveraineté. Donc nous avions défendu un certain nombre de propositions. D'abord, nous avions contesté ces coupes budgétaires et puis surtout nous avions soutenu et nous continuons à soutenir l'idée qu'il fallait développer une filière française de production de ce type. Et ça, tout le monde le dit, mais vous allez développer une filière publique, vous allez mettre de l'argent public là-dedans? Je suis favorable, tout le monde le dit, madame, moi je suis pas en responsabilité depuis 10 ans, et ceux qui sont en responsabilité depuis 10 ans, manifestement, ils n'ont rien fait sur ce sujet. Donc aujourd'hui, ils peuvent le dire, mais comment on peut les croire sachant qu'ils l'ont pas fait? Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose dont on parle jamais, c'est que la question, la manière avec laquelle on s'occupe et on gère la forêt est une question politique. Est-ce qu'on gère la forêt pour qu'elle soit particulièrement résistante au risque d'incendie? Or, par exemple, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont divisé par 5
5 le budget, par exemple, de l'ONF. Donc, à un moment, tout ça, ces coupes budgétaires dont on parle à longueur de mois, ça a des conséquences très concrètes. Une forêt qui est moins résistante aux incendies et des moyens de protection civile qui sont insuffisants. Et ça ne remet nullement en cause l'engagement de nos pompiers que je veux absolument saluer. Voilà ce que le gouvernement préfère ne pas entendre. Les incendies ne sont pas seulement une catastrophe naturelle, ils révèlent aussi des années de coupes budgétaires, de manque d'anticipation et d'impréparation. Manuel Bompard rappelle que les moyens de la protection civile restent insuffisants, que le renouvellement des Canadair prend du retard et que les gouvernements d'Emmanuel Macron ont fortement réduit les moyens consacrés à la gestion des forêts. Et quand Gabriel Attal tente de se défausser de ses responsabilités, Bompard lui répond avec une question simple. Si 4 avions avaient été prévus dans le budget, pourquoi seulement 2 commandes ont-elles été maintenues ? Et nous sommes toujours avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Faut-il censurer les artistes qui ne pensent pas comme vous ? Ça dépend, censurer non évidemment, mais on a le droit, je crois que vous faites référence au concert de Barbara Bush à Grenoble qui a dû être interrompu hier. À Grenoble, d'abord la censure ne fait pas partie personnellement de mon vocabulaire, mais là en l'occurrence on ne parle pas de censure, on parle d'une manifestation d'une protestation pacifique pendant d'un appel au boycott qui vient de l'une de vos sections, de la France Insoumise. D'abord un appel. D'abord, on parle d'un concert qui est organisé par une municipalité. Et vous avez des élus insoumis qui ont pris position contre l'organisation de ce concert. Ensuite, la municipalité de Grenoble a décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique, à ma connaissance. Pas tout à fait pacifique, Manuel Bompard, pas tout à fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. Mais par contre, le fait qu'on puisse avoir une protestation pacifique contre des prises de position politiques d'une artiste, parce que c'est de ça dont il s'agit. De Barbara Bush, la DJ qui a signé une tribune de soutien à la proposition de loi de Caroline Yadan sur les formes renouvelées de l'antisémitisme. C'était ça le nom du texte. C'était le nom, c'était pas le Voilà, donc Barbara Bush, quand elle signe une tribune qui est... je pense que vous l'avez lu, cette tribune. Il y a quelque chose de choquant dans ce qu'elle a signé ? Je pense que... Lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. D'abord, je pense que c'est une prise de position politique d'appuyer et de soutenir une loi dont, encore une fois, le titre ne représente pas le contenu de la loi. Donc, évidemment que signer une tribune pour condamner l'antisémitisme n'a rien de choquant. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, devrait signer des tribunes pour lutter contre l'antisémitisme. Donc, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est une prise de position politique en faveur d'une loi, une loi qui était combattue, contestée, y compris, par exemple, par des organisations internationales. Est-ce que ça vaut boycott ? L'Organisation des Nations Unies. Manuel Bompard, est-ce que ça vaut boycott et insulte ? Ça vaut la possibilité. Insulte lors d'un concert. Insulte, s'il y a eu des insultes, je ne sais pas s'il y a eu des insultes. Chez une DJ, Barbara Bush, qui est régulièrement cyberharcelée. S'il y a eu des insultes, elles sont absolument inacceptables. Pour ma part, je ne suis jamais d'accord avec les insultes. Madame Barbara Bush a subi, y compris après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, une campagne de cyberharcèlement avec des insultes grossophobes, homophobes. Elles sont absolument inacceptables. Je les ai toujours condamnées. Une fois ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. De la part de votre section locale à Grenoble, de la France Insoumise, qui a appelé au boycott depuis plusieurs semaines. Il y avait des insoumis, il y avait des militants. Oui, évidemment. Il n'y avait pas que ça, il y avait des militants de la cause palestinienne. Maintenant, le débat sur le boycott des événements culturels, vous savez, c'est un vieux débat en France. Je me rappelle qu'au moment de la lutte contre l'apartheid, dans les années 80, il y avait des initiatives, des protestations dans certains concerts d'artistes qui continuaient à avoir des liens avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Vous qui avez notamment défendu le rapport. C'est absolument inacceptable. Si, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Je veux dire, le régime d'apartheid d'Afrique du Sud était condamné par la réglementation internationale, par la législation internationale. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas le sujet. Encore une fois, le sujet n'est pas qu'elle ait signé une tribune contre l'antisémitisme. Encore une fois, que je vous le redis, si vous voulez, signer des tribunes contre l'antisémitisme, mais il ne faudrait pas faire que signer des tribunes, d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait faire bien davantage en termes de politique de lutte contre l'antisémitisme. Ça doit être une priorité pour le pays. Mais détourner la lutte contre l'antisémitisme pour empêcher ou criminaliser la contestation des actes qui sont commis par le gouvernement israélien aujourd'hui, c'est autre chose. Donc vous validez qu'on interrompe un concert avec des cris Free Palestine très forts et qu'il y a nécessité d'arrêter le... Oui, mais il faut faire attention à ce qu'on... Je vous pose la question, est-ce que vous validez la démarche ? Est-ce que vous auriez manifesté et fait ces cris Free Palestine
devant ce concert, ce qui a amené à son interruption. Moi, j'aurais pu participer à des événements de soutien avec le peuple palestinien, mais en l'occurrence, ne dites pas qu'ils ont interrompu le concert, c'est pas ce qui s'est passé. Le concert a eu lieu pendant si j'ai bien entendu, pendant une trentaine de minutes, et au bout d'un moment, les autorités... Ça a dû être interrompu parce que ça devenait dangereux pour les autorités pour ont décidé, et elles ont pris une décision d'interrompre ce concert. Mais personne ne l'a interrompu. Et encore une fois, je vous le dis, je comprends des protestations pacifiques contre ce type de prise de position politique. Encore une fois, les journalistes essaient d'enfermer Manuel Bompard dans une accusation simpliste. Il ne défend ni les insultes, ni le harcèlement, ni la violence. Il les condamne clairement. Mais il rappelle aussi qu'une artiste qui prend publiquement une position politique peut faire l'objet d'une protestation, à condition que celle-ci reste pacifique. Toute la stratégie du plateau consiste à confondre volontairement boycott, protestation et censure. Bompard refuse ce mélange et rappelle que soutenir la lutte contre l'antisémitisme ne doit jamais servir à empêcher toute critique du gouvernement israélien. Manuel Bompard, vous faites la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, vis-à-vis de la candidature de Marine Le Pen, dit « je m'en fous ». Ah oui, vraiment ? Il a dit « je m'en fous que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella ». Mais vraiment, ils s'en foutent que ce soit Madame Le Pen, son adversaire pour la présidentielle. Je pense que le Rassemblement, en tout cas, la favorite des sondages. Quel que soit son candidat, le Rassemblement national est notre adversaire. Et que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, nous avons bien l'intention de les battre tous les deux. Voilà, c'est, je pense, globalement le message qu'a voulu faire passer Jean-Luc Mélenchon en utilisant cette expression. Et pourquoi les battre ? Parce que le projet politique, le programme politique qu'ils défendent dans cette élection présidentielle est dangereux pour le pays, est une escroquerie d'un point de vue social. Je rappelle qu'on parle d'une formation politique qui s'est prétendue pendant de longues années comme étant en défense des catégories populaires et qui aujourd'hui aligne son programme sur les intérêts du MEDEF et du grand patronat. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a refusé de voter une loi pour lutter contre les cancers pédiatrique parce qu'il y avait une taxe de 0,1% sur l'industrie pharmaceutique. Voilà, on parle de ces gens-là. Donc oui, ces gens-là, il faut les combattre politiquement, et que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, ce sera la stratégie de la France Insoumise, ce sera viser le Rassemblement national. La stratégie de la France Insoumise, c'est d'abord de défendre son propre programme, parce que le pays aujourd'hui est confronté à des défis qui sont immenses, gigantesques. Enfin, l'été qu'on est en train de vivre, je pense, montre à quel point, par exemple, ce défi-là, de la transition, de la lutte contre l'urgence climatique et environnementale, doit être un défi majeur. Et nous, on a des propositions politiques à faire, la planification écologique, le développement de ce qu'on appelle des écorégions pour organiser le pays, pour qu'ils soient en capacité de faire face à cette urgence climatique, en fait partie. Mais je pourrais parler du nombre de pauvres qui ont atteint un record qu'on n'avait pas atteint en France depuis les années 70, et donc de la nécessité d'avoir une politique de partage de la richesse et de redistribution de la richesse. Je pourrais parler de l'impasse de la Ve République et de la nécessité de passer à la Sixième République, ou du fait que la parole de la France a été tellement réduite sur la scène internationale qu'il faut la restaurer. Voilà, par exemple, pour vous donner quelques priorités. C'est d'abord là-dessus qu'on fera campagne, évidemment. Que nous détaillerons donc toutes ces mesures. Avec on aura plaisir. l'occasion d'en reparler. Manuel Bompard, merci d'être passé par le 8h30 France Info ce matin, coordinateur national de la France Insoumise. Il est 8h53. Manuel Bompard le dit clairement. Que le candidat du Rassemblement national soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne change rien. La France insoumise compte les combattre politiquement et les battre. Il dénonce surtout l'imposture sociale du Rassemblement national. Un parti qui prétend défendre les classes populaires, mais qui aligne de plus en plus son programme sur les intérêts du grand patronat. Face à cela, Bompard met en avant les véritables priorités. Planification écologique, lutte contre la pauvreté, partage des richesses, 6ème République et restauration de la voix de la France dans le monde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. Abonnez-vous à Moi je râle et laissez un pouce bleu. Votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos et à suivre toutes les prochaines interventions de Manuel Bompard.